Cédric. Eh mais c'est notre popcorn. Quelqu'un en sort. Il faut que tu repartes avec moi. Mais quoi? Mais comment ça? Allez, allez, monte, qu'est-ce que tu attends? Mais Cédric, on en fait quoi? Eh, mais t'as qu'à l'emmener. Ah bah merci de penser à moi, ouais. Hop, on rentre. Mais comment vous l'avez remis en route? La route, là où on va, on n'a pas besoin de route. On a du mal à s'y faire, hein? Oula, oui. Merci de nous avoir sauvés, monsieur. Tout le plaisir est pour moi. On vous connaît, non, vous? Qui? Moi? Mais oui. Mais attendez, vous êtes le garagiste qui a réparé notre popcorn. Ah, bonjour. Mais oui, bien Et sûr. comment vous avez su qu'on avait été coincé dans Shining, Doc? J'ai vu l'image de ceci. Tu reconnais ça? L'histoire du film, l'iceberg est super loin, on a évité le drame. J'espère que Cameron nous en voudra pas. Eh mais attends, c'est notre 50e émission. On a évité l'impact. Vous êtes en train de vivre le Titanic différemment. Impact 50e, on modifie l'histoire de Titanic de James Cameron. Je croyais t'avoir prévenu, Tu petit. parles du fait qu'on ait impacté le film? C'est ça. Mais attends, mais c'est la seule émission où on a impacté le film. Ah oui, après ça, on a fait super attention. Ce premier événement déclenche une réaction en chaîne qui aboutit à la destruction totale de ta famille. Quoi? Mais c'est Et dramatique. tu attends quelque chose de nous? Enlève ta chemise. Non. Bon, tu vas nous dire ce que tu attends de nous? C'est écrit ici. Alors sans l'impact de l'iceberg, plus d'impact sur grand écran. Doc, retrouvez les deux responsables de la nouvelle version de Titanic et faites-les corriger cette erreur. Sans quoi vous serez radié. JPM, le maître du temps. Attends, toutes les versions du film ont été modifiées à cause de notre 50e émission. Tous vos malheurs découlent de ce seul événement. C'est pour ça que nous sommes là, pour empêcher cet incident de se produire. C'est vrai que depuis Titanic, il nous est arrivé pas mal d'événements dangereux. Ouais. Notre seule chance de remédier au présent est dans le passé, au point précis où la ligne du temps a obliqué dans cette Au direction. fait, attendez. JPM, c'est qui au fait? C'est chiant, vraiment. Wow, il sort d'où lui? Mais attends, mais tu le reconnais? Mais tu sais, c'est le gars qui nous chassait de tous les cinémas l'année dernière. Ah mais oui. Mais t'es vraiment un maître du temps? Oh. C'est quoi ces conneries? C'est pas dans Fort Boyard, le maître du temps, Cédric? Il est con celui-là aussi. Ah, Donc tu nous dégages des cinémas depuis la saison 2 pour qu'on n'impacte rien dans le passé, c'est ça? voilà. Mais c'est un twist de dingue, auditeur de Popcorn Impact. Mon Dieu! J'étais pas payé pour faire ça. Et étant donné que tu ne m'as jamais payé pour le travail, on est quitte. Voilà ce que je dis, Bon, moi. allez, assez perdu de temps, on retourne dans l'émission 50. Nous avons une mission à accomplir. Oui. Pas le permis. Non. Et est-ce que t'as une autorisation pour sortir en popcorn? Bien entendu que j'en ai une. Ouf. Attachez vos ceintures, le déplacement temporel va secouer. Nous sommes des Spartiates. Un iceberg droit devant. Alors, ça s'est passé comment? Houston, on a un problème. C'est bien votre nom, Pierre Cardin. Welcome to Popcorn Impact avec Cédric et Thibaut. C'est froid, fichtrement froid. Merci Doc. Vous ne venez pas avec nous? Je vais te faire un dessin. Ok. Très bien. Et vous, le maître du temps? J'ai pas envie, c'est pas... Tu m'inspires pas du tout. Oh, bon, ok. Ah, c'est quoi ça? C'est de la merde. Un talkie-walkie. Comme ça, nous pourrons rester en contact. Ah oui, un talkie-walkie. Très bonne idée, Doc. Ah bah putain, ils sont partis. Bah ouais. Voilà. Bah nous revoilà seuls sur le Titanic. Ah, Cédric, si tu savais comme ça me fait plaisir. Tu sais ce que c'est aujourd'hui? Eh ben oui, Cédric. C'est notre 100e. 100e émission. 100e émission. Et C'est la avec- folie. Ah ouais, et avec la Shining en 2 parties, ça veut dire que ça fait 101 mercredis que l'on anime Popcorn Impact sur toutes les plateformes de streaming. Et ça... 101 mercredi. Ah ouais, ça c'est une joie de tous les instants de présenter cette émission avec toi, Cédric. Et en plus de revenir dans Titanic. Et en plus Notre de revenir, 50e. bah oui, dans mon film favori, dans notre 50e émission, celle-là même que l'on a fait il y a 1 an. Non mais oui, c'est là. C'est ouf. C'est ouf. C'est Et incroyable. c'est toujours plus ouf. Vous êtes toujours de plus en plus Nombreux. C'est la folie, mais vraiment. Merci pour cette 100e. Dépêche-toi. Ah oui, on se dépêche, Doc. Go. Trouvons-les nous du passé. Ah, c'est compliqué. Et désimpactons Titanic. Quelque chose?
On va encore pleurer, sinon il va avoir tous ces morts. Cédric, attends, regarde. On est là. Enfin, ils sont là, enfin nous, de la 50e, là. Pile poil au bon moment, juste avant qu'on décide d'impacter le film à l'époque. On peut peut-être changer le destin du film. Mais comment? Oh, on était jeunes et plein d'ambition quand même, tu trouves pas? J'avoue. Bon, j'ai pas le temps d'attendre, hein, moi. Allez vite, on va s'assommer. Faisons-le, putain. Approchons-nous. Allez. Qui finissent toujours très mal. Et voilà, on est mis hors d'état de nuire. Ah, Un iceberg droit devant. Merci. bon, mais il n'y a plus qu'à laisser le film se dérouler. C'est vrai que sans la catastrophe et le bateau qui coule, c'est moins impactant. Eh ben attends, on fait quoi de nous là? On va se laisser là par terre? Ah oui, merde. Je sais. Ouais. Emmenons-les nous dans le popcorn et renvoyons-nous. Bon, ça paraît un peu tordu par les cheveux, mais ça peut marcher. Mais attends, mais l'émission sera sans impact. C'est ce qu'ils voulaient, les deux fous. Non, je parle de la partie impact à l'intérieur de l'émission, l'impact du box-office, la pop culture, etc. Bah tant pis, on n'a pas le choix. Ouais, mais t'as raison, allez. Prenons-nous par les pieds. Voilà. Pas nos pieds, Thibault, les leurs. Ah oui, pardon. Oh putain, Cédric. Ah, t'étais plus lourd l'année dernière. Oui. A few moments later. Et voilà, on a tout remis dans l'ordre. Oui. Recule. Oula. Oh, Oh, purée, ça secoue. oula. Quoi? Comme on n'a pas impacté le film, ça veut dire que le bateau s'apprête à couler. Ah, mais vite, le talkie-walkie. Doc, venez nous chercher, sinon on va crever. C'est très bien comme ça. Passe-nous le doc, toi. Oui, toi. Mais qu'ils sont lourds. Hé, viens nous sortir de là, sinon on va passer le Titanic à Abyss en peu de temps. Dès que j'aurai rechargé le générateur de fusion, je passe te prendre. Où? Il passe nous prendre où? Doc, il faut répondre, hein. Bon, bah, j'espère qu'il allait dire sur le bateau. Ah, le voilà. Mission accomplie. 5 minutes later. Depuis Shining, on n'arrête pas. T'as une gueule qui me revient pas. Mais arrête, toi. Doc, est-ce qu'on peut vous demander une faveur? C'est ça que vous voulez que je donne de l'argent? Non, pas du tout. On préférait qu'il y ait un peu de blé quand même. Oui, mais non. Faut payer pour voir ta gueule sur l'écran. Mais ta gueule, toi. Silence! Doc, amenez-nous dans Retour vers le futur, s'il vous plaît. On a une émission à faire. Nom de Zeus! Les conséquences en seraient catastrophiques. Mais on fera très attention, promis. Ça va nous prendre des heures pour y aller. Bah très bien, ça nous laisse le temps de commencer à parler du premier film. D'accord. Enfin, Ah. Retour vers le futur. Ah, retour vers le futur. Alors, sorti le 30 octobre 1985 de Robert Zemeckis avec Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson. Synopsis. C'est l'histoire d'un pédophile qui revient dans le passé pour se baiser lui-même. Wow, mais non, mais ça va pas la tête. C'est grand public ce podcast. Bon, synopsis. 1985, le jeune Marty McFly mène une existence anonyme auprès de sa petite amie Jennifer. Seulement troublé par sa famille en crise et un proviseur qui serait ravi de l'expulser du lycée. Ami de l'excentrique professeur Emmett Brown, il l'accompagne un soir tester sa nouvelle expérience, le voyage dans le temps via une DeLorean modifiée. La démonstration tourne mal, des trafiquants d'armes débarquent et assassinent le scientifique. Marty se réfugie dans la voiture et se retrouve transporté en 1955. Là, il empêche malgré lui la rencontre de ses parents et doit tout faire pour les remettre ensemble, sous peine de ne pouvoir exister. Ça fait peur. Moins que Shining, quand même. Un peu moins que Shining, ça va. Bon, Tout commence avec Bob Gale et Robert Zemeckis. Nous sommes alors au début des années 80 et ils viennent de sortir la comédie La Grosse Magouille. Zemeckis et Gale au scénario et Zemeckis seul à la réalisation. Vous ne connaissez sans doute pas La Grosse Magouille, je crois qu'on en avait parlé dans une émission très rapidement, Oui. mais ça a été un bel échec. Très rapidement, alors, parce que moi, je m'en Très souviens plus. rapidement. C'était, je crois, sur une phrase qui a peut-être sauté au montage. ah ben voilà. C'est un échec, et les deux compères viennent de signer un autre échec, le scénario de 1941 de Steven Spielberg. Ah, la Dream Team. Ils enchaînent les échecs, mais ils gardent en tête une vieille idée qu'ils avaient en commun, créer une histoire de voyage dans le temps. Le déclic viendra du côté de Gale. Loin de ses échecs, il prend quelques jours de repos et rend visite à ses parents. Il va dans leur sous-sol et se met à fouiller dans les souvenirs de famille. Et là, il tombe sur un annuaire du lycée de son père.
Et qu'est-ce qu'il découvre dans cet annuaire? Que son père était président de sa promotion. Oh! Donc il s'aperçoit que son père avait une popularité assez importante au lycée. Incroyable! Et du coup, il se demande si il avait été au lycée en même temps que son père, est-ce qu'ils auraient été amis? Et voilà que l'idée lui vient d'écrire un scénario autour de cette histoire. Alors, ça peut marcher, mais... C'est de la merde! Ni une ni deux, il en parle à son poteau Robert Zemeckis. Ils réfléchissent ensemble, développent l'idée de cet adolescent de 17 ans qui voyagerait dans le temps et rencontrerait ses parents jeunes. Zemeckis pense alors à une mère qui dit n'avoir jamais embrassé de garçon. Ah, donc elle dit ça à ses enfants, mais en réalité elle était frivole. Ils veulent aussi faire un film où le voyage dans le temps, dans le passé, aurait un impact sur le présent, le modifierait. Ce qui n'avait pas été fait dans d'autres films où le temps restait immuable. Pas d'impact. Pas d'impact, voilà. Et nous, on n'aime pas ça quand il n'y a pas d'impact. C'est zéro impact. Donc ils ont une bonne piste et s'empressent de présenter leur projet à Frank Price, qui est le président de la Columbia Pictures. Et lui, il trouve le scénario intéressant, et comme il avait bien aimé la grosse magouille, un des seuls à avoir vu, donc, un des seuls, ouais. Donc voilà. Donc il a bien aimé la grosse magouille, et il signe un accord avec Zemeckis et Gale pour qu'ils écrivent un scénario. Et hop, il se lance dans ce qui deviendra Retour vers le futur. Ah, je crois qu'on arrive. Attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. Ben, vous n'ouvrez pas la porte? Il n'en est pas question, tu ne dois absolument pas quitter cette maison. C'est un popcorn. Si tu préfères. Allez Doc, s'il vous plaît. Attends. Oui? J'ai eu une idée. Ah! Il faut que tu fasses ce que tu as à faire et que je fasse ce que j'ai à faire. C'est pas une idée, ça. Je sais, c'est pas le pied. Mais ça veut dire qu'on peut sortir, alors? Je pense que oui. Tu as parfaitement raison. Vous êtes assez facile à convaincre, en tout cas. Le type a pas une grosse personnalité, c'est pas grave. Allez, Cédric, on va se balader un petit peu. Hein. Vous venez? Je vais rester ici. Je sais pas trop. À toutes. Ça a fait un choc. Allez, ben, continue à nous parler des premières ébauches d'idées de Retour vers le futur. Oui, donc dans un premier temps, ils placent l'histoire au début des années 1950, parce que pour eux, un ado de 17 ans qui voudrait rencontrer ses parents au lycée choisirait cette période. Évidemment. Un ado de 80, évidemment. Et cerise sur le gâteau, c'est une décennie qui a vu naître le rock'n'roll et l'expansion des banlieues. Voilà qui peut être pratique dans un scénario. Mais avec quoi l'adolescent pourra-t-il voyager dans le temps? Avec une cabine téléphonique? Déjà pris. Un portail spatio-temporel? Pas assez fun. Un popcorn géant? Impossible, on a les droits. C'est vrai. Un réfrigérateur alors? Eureka! Et oui, dans un premier temps, il voulait utiliser un objet du quotidien en guise de machine à voyager dans le temps, et donc un réfrigérateur. Un réfrigérateur sur lequel un dispositif à voyager dans le temps était placé. Et cette machine utiliserait alors l'énergie d'une explosion atomique sur le site d'essai du Nevada pour avoir les gigawatts nécessaires et le transporter à travers le temps. Et en plus de l'énergie atomique, le convecteur spatio-temporel du frigo marchait au Coca-Cola au début. Explosion nucléaire, frigo, ça ferait pas penser un peu à Indiana Jones tout ça? Bon. Eh ben oui, c'est exactement ça. En tout cas, il est sympa là, ce petit centre-ville des années 50. Attention à la voiture. Fais attention Thibaut, voyons. Même en 50, ils roulent vite les gens. Oui, puis alors, c'est pas des voitures en plastique dans les années 50. Hein. Là, tu te fais écraser, tu restes par terre. Hein. J'espère que ça ne t'arrivera pas dans l'émission. De même. Donc ils ont leur machine à voyager dans le temps et ils peuvent continuer leur scénario. Donc en février 1981, premier jet est terminé. Dans celui-ci, par exemple, la séquence de l'horloge n'existe pas. Car c'est l'explosion d'un site nucléaire qui fait retourner Marty dans le présent, donc il n'y a pas besoin de l'horloge. C'est pas très peaceful ce scénario. Hein. Il y a des répercussions, je pense, un peu sur l'environnement. Et les changements opérés en 1955 ont, dans ce premier jet, beaucoup de conséquences et beaucoup plus importantes sur le présent de 1985. On devrait même dire 1952 et 82 parce que les premières dates présentes dans le script étaient 82 et 52 parce qu'il écrivait en 81, 82, voilà, c'est ça. Donc le 1982 dans lequel Marty revenait après modification était ainsi beaucoup plus futuriste grâce ou à cause des inventions du Doc qui, avec l'arrivée de Marty en 52, a découvert son invention de la machine à voyager dans le temps.
Donc, il a gagné du temps pour la créer, parce qu'elle est déjà créée. Donc, il a pu créer de nouvelles inventions. Il a pu en créer un paquet et il a rendu le monde futuriste. Ah oui. Oh là là, ah oui, ça part en couille le scénario là. Et parmi les autres différences, on peut citer par exemple en vrac que le Doc a un chimpanzé à la place d'un chien, qui d'ailleurs ce n'est pas le Doc mais il s'appelle Prof. Très bien. Que Marty est un pirate vidéo au lieu d'être un musicien, il travaille avec le Doc. Donc c'est comme ça qu'ils sont amis et ce qu'il fait c'est qu'il enregistre sur des VHS le film Rencontre du troisième type et le vend. Donc, il le vend à des gens sous le manteau pour financer les travaux de Doc. Ah ouais, il y a des gros sponsors. Hein. Oui. Jusqu'à 50 francs la cassette, là. Comme autre différence avec la version actuelle, ce sont des agents du gouvernement qui tirent sur le Doc et non des terroristes. Du coup, le Doc aussi n'a pas eu sa révélation en tombant des toilettes. Donc, la révélation sur le convecteur temporel. Mais il a appris qu'une fille l'ait assommé avec une bouteille en verre lors d'une fête. Voilà, alors il était dans une fête et ça correspond moins au personnage. Aussi, le père de Marty devenait un boxeur suite au fameux coup de poing qu'il met à Biff pour sauver Lorraine à la fin du film. Ah, intéressant. Donc les deux amis s'empressent de faire lire ce nouveau script à Frank Price qui n'adhère pas trop. Pour lui, il y a besoin de modifier encore beaucoup de choses. Déjà, le réfrigérateur, pour lui, c'est pas une bonne idée. Il a raison. Les enfants pourraient s'enfermer chez eux à l'intérieur de leur frigo et ça pourrait tourner à la catastrophe. Eh oui, c'est vrai qu'il faut, il faut penser aux enfants qui pourraient s'enfermer dans le frigo. Et aussi, le voyage dans le temps ne se fera plus grâce à une explosion nucléaire parce que ça rendait les choses beaucoup trop complexes, hein, parce qu'il faut le site à côté. Ouais. Et surtout, c'est cher à faire à l'écran. Bah oui. Ce sur quoi s'accordent Zemeckis et Gale. Donc, cette idée sans le voyage, et c'est ce que tu disais, c'est une idée qui est reprise dans Indiana Jones 4 de Spielberg avec l'explosion et Indy qui vole à travers dans son frigo pour le plus grand bonheur des fans. Oui. Mais revenons à notre machine qui sera pour le moment un simple dispositif physique qui concentre l'énergie d'un réacteur, mais sans la console pour choisir la date et la destination. Le voyage de Marty est et restera un accident. Il ne voyage pas de son propre gré. Ça t'intéresse ? Eh ben, vous êtes là, vous ? Ouais, mais si j'étais pas beau, je serais pas là. Eh mais c'est la veste de Marty que vous tenez dans vos mains. C'est bizarre. Il est où, Marty ? Je sais pas trop. Tu vas nous dire que tu as trouvé la veste de Marty sans Marty. Et figure-toi que le type, il pouvait pas finir ses travaux, le gars. Qu'est-ce que tu racontes ? Une anecdote insolite sur Monsieur Jacques Chirac. Ah, pourquoi Marty n'est pas là ? Est-ce que tu peux nous le dire, s'il te plaît ? Alors pourquoi ? Oui, pourquoi ? Il joue pas bien. Bon, voilà. Mais s'il joue bien, puis c'est même pas une réponse d'ailleurs. On va prévenir le Doc, couillon, là. Eh ben, mon cher ami, je t'emmerde maintenant. Eh mais il m'a craché dessus. Ah vite, on le rattrape. Non mais laisse. Je crois qu'il en a assez fait pour notre émission, surtout de manière assez bénévole. Tu as raison. Au revoir, Jean-Pierre. Qu'est-ce qu'il fout, ce con ? Qu'est-ce que tu fous là-bas ? Viens là, nom de Dieu ! Il était pas sympa, mais... On l'aimait bien. Mais il faisait son métier avec passion. Enlevez ces deux cons qui sont là-bas. On l'aimait bien, Jean-Pierre. Oui. Au revoir. Allez, salut, camarade. Bon, Thibaut, on a quand même un problème. Si Marty n'est pas là, le film va être impacté et on va encore se faire engueuler par le Doc. Ah non ! Attends, tu penses à ce que je pense ? Oui, on doit jouer Marty. Ok, mais alors, hors de question que je me déguise. Many minutes later. Et voilà ! C'est encore moi qui me déguise. Mais ça te va bien, la doudoune rouge sans manches. Elle te va un peu petite, par contre, mais ça te va bien. Bon, approchons-nous du diner dans lequel Marty rencontre son père. Ce sera notre première mission. Et pendant ce temps, je continue de parler du film. C'est pas le pied. Donc, Gale et Zemeckis se lancent dans une deuxième version du script. Ils développent l'humour, la relation entre la mère du passé et son fils. Une partie très compliquée à écrire pour eux. Et changent donc la machine à voyager dans le temps, comme on le disait. Ils achèvent ce script en 1981 et le montrent une nouvelle fois à Price. Et, encore une fois, il n'aime pas. Pour lui... le film est trop fade, il est trop timide, pas assez sexuel. Ah bon ? Et oui, c'est surprenant. Parce qu'il faut dire qu'à la même période sortent des teenage movies
dont Ça chauffe au lycée Richmond, Porky's ou encore Les Tranches. Oui, c'est les American Pie des années 80. Ça. Et donc c'est des films pour adolescents qui parlaient de sexe plus ouvertement, c'était rebelle. C'était grivois. Et pour Price, Retour vers le futur ne prend pas assez de risques et il ne donne pas le feu vert. Aïe, aïe, aïe. Il déclare donc le projet comme abandonné et le met en turnaround, c'est-à-dire à disposition d'un autre studio qui voudra en payer une partie des droits pour rentabiliser ce qui a déjà été investi. Ah oui. Et voilà, il s'en débarrasse. Turn around, turn around. D'accord. Zemeckis et Gale frappent alors à la porte de nombreux studios qui voudraient bien financer leur film un peu trop timide. Au final, ils essuient pas moins de 40 refus. Combien ? 40, Thibaut. Oh, Et c'est la même raison qui revient à chaque fois. Le scénario est trop lisse pour la jeunesse rebelle. pas assez de cul. Sans compter que d'autres films qui ont traité du voyage dans le temps à la même période sont des échecs, notamment Bandi Bandi et Nimitz, Retour vers l'enfer. Ah, ben j'ai jamais entendu parler de ces deux films. Moi non plus. Et quand ils proposent leur film à Disney, ils se disent qu'ils accepteront sans problème. Bah oui, puisqu'il n'y a pas de cul. Parce que Disney... Et voilà, Disney, ils ont une image lisse. Que dalle! Le fait que la mère de Marty tombe amoureuse de son fils les a choqués. Oh là. Donc, ils n'en ont pas voulu. Ah ouais, alors il n'y a pas assez de cul pour les autres, il y en a trop pour les autres. Bon, on s'en sort pas, quoi. C'est insoluble, cette affaire. Mais oui, comment qu'ils vont faire? Sauf que voilà, c'est sans compter sur une personne qui soutient le projet depuis le début, qui avait aimé dès les premières idées. Attention, on va parler de qui? Jean-Pierre Mocky. Oh, Jean-Pierre. Oh. Non, Steven Spielberg. Un mec un peu en dessous de Jean-Pierre Mocky, mais qui a quand même un petit... Qui n'a pas son talent, mais qui... Le Jean-Pierre Mocky de Hollywood. Le Jean-Pierre Mocky de Hollywood, oui, tout à fait. En tout cas, ils ont le même nombre de films. Donc Spielberg, encore et toujours lui. Mais après leur échec commun avec 1941, Zemeckis et Gale avaient peur que leur collaboration entraîne un autre échec et leur donne une mauvaise réputation à Hollywood, soit la réputation des gars qui trouvent du travail que parce qu'ils sont amis avec Steven. Donc Zemeckis abandonne un petit peu, il se retire du projet et accepte de réaliser À la poursuite du diamant vert. Quelle bonne idée! Et qui sortira en 84. Cédric, À la poursuite du diamant vert, c'est le film avec Michael Douglas, là, qui fait un peu l'aventurier, une sorte de Indiana Jones, mais sans Harrison Ford, c'est bien ça? Exactement. Ah, oui, et d'ailleurs, d'accord. peut-être que le succès est un peu dû à Indiana Jones. Ah ouais. Donc finalement, c'est toujours Spielberg qui gravite autour de tout ça. Hein. On a beau dire, Hollywood, il a un impact énorme. Il a du flair, il a du pif. Et donc oui, on l'a dit, le film est un succès, mais on lui prédisait un destin funeste parce que voilà, Zemeckis, tout ça. Sauf que voilà, ça marche et Zemeckis gagne enfin en notoriété et se sent en forme pour remettre Retour vers le futur sur les rails. Boum, mais c'est parti. Et cette fois, il peut se permettre d'aller voir Spielberg qui a créé sa société Amblin. On en parlait dans l'émission 65 sur E.T. Et il se trouve que les locaux de Amblin ont été installés dans les studios d'Universal où Price, anciennement de la Columbia, travaille actuellement. Et Zemeckis et Gale, déjà, ils aiment pas trop Price. Et Spielberg, il aime pas parce que Price avait refusé E.T. Monumental erreur. Mais il va peut-être leur être utile, quand même. Parce qu'il y a un problème autour des droits. Ils n'ont pas les droits du film. Ils voudraient les droits... ils voudraient entièrement les droits. Tous les droits. Chez Universal, les droits de Retour vers le futur. Et comme le destin fait bien les choses, le successeur de Price chez la Columbia, donc, a lancé la production de Big Trouble, remake du film de Billy Wilder, Assurance sur la mort, sorti en 1944. Sauf que le service juridique de Columbia se rend vite compte que les droits de Assurance sur la mort appartiennent à Universal. Et que donc, ils ne peuvent pas faire un remake chez la Columbia. Il va y avoir un accord, là. Price fait alors le pont entre les deux, entre la Columbia et Universal, et propose un échange. Et donc, ils vont échanger Assurance sur la mort contre Retour vers le futur. Malin, le lynx. Ah, on y est devant le diner. Allez, vas-y, entre. Mais non, Biff Tannen, il va me mettre une tatane. Allez, vas-y. Il t'arrivera rien, promis. Qu'est-ce qui peut penser des choses pareilles?
Tu veux ma photo, banane? Eh Biff, t'as vu ce Gugus, il se trimballe avec sa bouée. Ce couillon à la trouille de se noyer. T'as vu McFly pour la série des fêtes? Oh, c'est pas vrai, t'es toujours aussi fort, McFly. Et que je t'en vois plus jamais ici, t'entends? D'accord, c'est ça, au revoir les copains. Quoi? Vous êtes George McFly? Oui, et vous êtes qui? Et pourquoi est-ce que tu te laisses mener par le bout du nez par ces voyous? Bah, ils sont plus costauds que moi. Garde la tête haute, mon vieux, et un peu de respect Bon, je vous pour laisse, toi-même. Alors Ça s'est passé comme sur des roulettes. Ah bah, très bien, du coup, dirigeons-nous vers chez Lorraine. Donc, le projet atterrit enfin entre les mains d'Universal qui donne son feu vert enfin aussi en 1984. Frank Marshall, Kathleen Kennedy et Steven Spielberg en deviennent les producteurs et Sidney Sheinberg, mentor de Spielberg et à la tête des studios Universal, aura aussi son mot à dire sur le film. Évidemment, ça ne se fait pas attendre, il demande quelques ajustements dans le script. Meg, le prénom original de la mère de Marty, doit changer. Elle s'appellera dès lors Lorraine, comme la femme de Sheinberg. Professeur Brown deviendra Doc Brown. Et le chimpanzé doit être un chien, car les chimpanzés dans les films, ça ne marche jamais. Ok, et ça a été retenu. Mais il a fait une proposition qui n'a pas été appréciée. Eh bien, il voulait changer le titre « Retour vers le futur » en « Spaceman from Pluto », l'homme de l'espace qui venait de Pluton. C'est la blague qu'il y a dans le film où George se déguise en personnage de BD Spaceman from Pluto. Et la raison pour laquelle il ne veut pas le titre « Retour vers le futur », c'est qu'il n'y a aucun film à succès qui ne contient le mot « futur » dans son titre. C'est de la superstition, ça. Oui, avant le Titanic, il n'y avait aucun film à succès qui s'appelait Titanic. Avant Avatar, il n'y avait aucun film à succès qui avait Avatar dans son titre. Et en France, il faut créer le succès. Ch'ti, il n'y avait pas de film qui s'appelait Ch'ti. Mais voilà, Zemeckis déteste le titre et demande à Spielberg de faire quelque chose pour le faire changer d'avis. Et il est futé, Steven, parce qu'il envoie ce mémo à Sheinberg. Salut Sid! Merci pour votre mémo très humoristique. Nous en avons tous beaucoup ri. Envoyez-en d'autres. En envoyant ça à Sheinberg, il savait qu'il serait trop gêné, que ça a été pris pour une blague, et donc il n'insisterait pas plus, ce qui a été le cas. Le titre restera « Retour vers le futur ». C'est un futé, Spielberg. C'est comme ça qu'il arrive aussi loin. Tu sais, Cédric, je me disais, Marty a impacté le film en voyageant en 1955. Donc, si on ne fait rien, on n'aura pas à réparer ses erreurs. Merde, après tout, c'est ses problèmes à lui, pas les nôtres. Oh, mais ça va loin, là. Mais t'as raison. Sauf que si on ne ferait vraiment rien, il n'y aura plus de film. Ah oui, c'est pas bête. Je pense que l'idéal est quand même de retrouver Marty. Ouais, c'est vrai qu'on a que ça à faire. Hein. Qu'est-ce que tu fais là? Monsieur, attention à la voiture! Oh merde. Celle-là! Il y a encore un de ces jeunes gamins qui s'est jeté sur ma voiture! Je vais bien. Allez, viens! Aide-moi à le transporter à la maison! Pendant que Thibaut est un peu étourdi et que le père de Lorraine le ramène chez lui, je vais avancer sur notre genèse. Le script se peaufine petit à petit et lors de sa 4e version trouve une nouvelle machine à voyager dans le temps. Celle qui était dans le script jusque-là n'était pas mobile parce qu'elle devait être traînée par un véhicule pour se déplacer. Zemeckis pense alors qu'il serait plus judicieux que la machine soit mobile et très vite il pense à la DeLorean, cette voiture dont la production a démarré en 1981. Donc petit historique sur la DeLorean, DMC-12. Elle a été dévoilée en mars 1976 et se présentait comme la voiture éthique par excellence. Elle était écologique pour l'époque car construite avec des matériaux résistants au temps dont la fibre de verre et l'acier inoxydable. Elle était aussi faite pour assurer la sécurité des usagers grâce à sa carrosserie déformable. Bref, sur le papier, elle était faite pour durer. Mais voilà, les employés qui construisent les DeLorean sont pour la plupart inexpérimentés. Parce qu'ils coûtent moins cher. Du coup, la qualité des véhicules n'est pas au rendez-vous et n'attire donc pas grand monde. En 1982, les problèmes sont arrangés, mais la société fait faillite suite à l'arrestation du patron John DeLorean, porte bien son nom, et les derniers modèles de DeLorean sont assemblés et mis sur le marché jusqu'en 1983. Au total, seuls quelques 8500 exemplaires sont produits.
Bref, c'est un gros bide. N'empêche qu'avec ses portes en papillon et son aspect high-tech, la DeLorean a un aspect futuriste qui a plu à Bob Gale et Robert Zemeckis et qui permettra quelques gags dans le film. Le Doc la trouve stylée quand Marty la trouve un peu ringarde. Et la famille de fermiers qui la verra débarquer dans leur grange la prendra pour une soucoupe volante. Bref, elle remplit plusieurs critères et fera une parfaite machine à voyager dans le temps. Ah, bah il commence à pleuvoir. Désolé auditeur, je vais faire une petite pause parce que je dois aller sauver Thibaut. Et donc je vais essayer de le sortir de là. Ah, ok, me voilà en haut. J'ouvre la fenêtre. Pierre du calme, vous avez une énorme bosse sur la tête. Elle est déjà là. Où est mon pantalon? Je l'ai mis là. Ah. Sur mon journal intime. Oh. Vous savez, Pierre, c'est le premier slip move que je vois. Mais je m'appelle pas Pierre. Et d'ailleurs, pourquoi vous m'appelez Pierre? C'est bien votre nom. Pierre Cardin. Mais ça, c'est dans votre générique. Oh. Sinon, oui, je m'appelle Pierre, oui, effectivement. Ravi de faire votre connaissance, Pierre. Vous savez quoi? Non, appelez-moi Marty. Marty. Psst, Marty-Beau, je suis là. Oh. Ça vous gêne pas si je m'assois ici? Si, quand même. Hein. Ah. Oh. Lorraine, puis là-haut. Oh mon Dieu, c'est ma mère. Vite. J'ai cru qu'elle ne partirait jamais, Cédric. Allez, viens. J'arrive. Tu mets ton pantalon quand même. Ah oui, t'as raison. S'il te plaît. Hop. Ok, bon. Je crois que maintenant, on doit aller prévenir le doc parce que c'est dangereux ce qu'on est en train de faire là. Absolument, là, je suis entièrement d'accord. Je ne sais pas du tout où tu étais, mais continue à parler du film. J'en étais sur la DeLorean, le scénario qui avance. Et maintenant, on peut parler des acteurs. Oui, les acteurs. Les acteurs. Donc pour le rôle de Marty, d'abord c'est Thibaut qui est envisagé. Ah non, pardon. Ah, tu t'étais trop beau. Alors que tu aurais très bien pu faire le rôle. Hein. Ah oui, c'est sûr. Alors Cédric, mais parle-nous du casting des acteurs. Donc Michael J. Fox est envisagé dès le début pour le rôle de Marty. Les producteurs l'avaient découvert sur le tournage de Teen Wolf et ont totalement flashé sur lui. Problème, il est pris sur le tournage de la série Sacrée Famille. Spielberg essaie alors de l'avoir, hein. Il va donner le scénario au producteur de la série pour qu'il le fasse lire à Michael J. Fox, mais le producteur ne l'a pas donné, il s'est gardé le scénario pour lui. Méchant. Parce qu'il était hors de question pour lui que son acteur aille jouer dans un film, surtout que l'actrice Meredith Baxter était déjà absente car en congé maternité au même moment. Oups. Ah, ça arrive. Il cherche alors un autre acteur et retourne voir la liste des acteurs envisagés dans laquelle figurent Johnny Depp, Charlie Sheen, Robert Downey Jr. ou encore John Cusack. Oh, belle liste. Et ils en retiennent deux. C. Thomas Howell, vu dans le film Outsider de Coppola, et Eric Stoltz, qui est connu pour son rôle dans Mask qui va sortir à la même période, de Peter Bogdanovich, qui n'a pas un gros menton. Mais c'est finalement ce dernier, donc Eric Stoltz, qui est retenu. Pour le doc, alors que maintenant il est difficile de s'imaginer le doc autre que Christopher Lloyd, il y en a pourtant eu une pelletée qui ont été envisagées en vrac. Jeff Goldblum, Donald Sutherland, Robin Williams, John Cleese, Mickey Rourke, Gene Hackman, Steve Martin, Michael Keaton ou même Eddie Murphy. Il visait du lourd. Mec. Et du comique aussi. Eh mec, elle est où ma caisse? Elle est où ma caisse? Dans le futur. Donc c'est finalement le C. Christopher Lloyd qui a été choisi, mais il a été très réticent au départ parce que, entre autres raisons, il ne voulait pas quitter la ville de New York où il faisait régulièrement du théâtre. Mais c'est sa femme qui l'a convaincu de rencontrer Robert Zemeckis. Le contact est très bien passé et il a directement accepté. Tu m'étonnes. Pour le rôle de Lorraine, le choix s'est assez rapidement porté sur Lea Thompson, qu'ils avaient repéré dans la comédie dramatique Attention, délire, alors qu'ils cherchaient Eric Stoltz. Pour George, le choix s'est aussi vite fait sur Crispin Glover, même si certains avaient quelques réserves, parce qu'ils avaient peur qu'il soit trop bizarre. Et il se trouve qu'en vrai, il est une personne un peu bizarre, parce que les moments où dans le film il est chelou, il a sa gestuelle un peu étrange et ses façons un peu bizarres, c'est lui en vrai ça. Il ne joue pas. Il ne joue pas. Et pour lui, le plus dur était d'apparaître un peu plus calme et posé, notamment à la fin du film, quand il jouait la version âgée. Là, c'était plus dur pour lui. Là, il jouait vraiment un rôle. C'était l'acteur studio. Il jouait le gars blasé. Peut-être normal. Mais au final, ils ont été très contents du résultat.
Et pour Biff Tannen, donc le némésis un peu de Marty, à travers la trilogie, il pense d'abord à Tim Robbins, mais c'est finalement un nouveau venu à Hollywood, Thomas F. Wilson, qui hérite du rôle, lui ouvrant les portes d'Hollywood. Et on l'a revu depuis, mais dans des dizaines de films. Limite, les portes se sont ouvertes. C'était des portes battantes. Et refermées. C'était des portes battantes. Ah, c'est horrible. Donc voilà, il y a le scénario, il y a les acteurs, il y a le budget de 14 millions de dollars. Ne reste qu'à tourner. Ah, Cédric, regarde, notre popcorn, il est là. Doc, c'est nous. Mais c'est moi. C'est Thibaut. C'est impossible. Non, ça ne peut pas être toi. Ce n'est pas logique que tu puisses être là. Je refuse de croire que tu es là. Si, c'est moi. Petite crapule. Mais Oula. Bon, Doc, il faut qu'on vous dise un truc. Marty, il a disparu. Et nous, du coup, on ne sait pas si on doit impacter le film ou non à sa place, quoi. On est un peu perdus. Merde. Et JPM s'est enfui aussi. Merde. J'aurais pas dit mieux. Alors regarde Thibaut, il y a une notif de Popcorn Impact qui a publié un nouvel épisode. Attends, comment ça? Mince, regarde! Le 50e épisode apparaît en double sur toutes les plateformes de podcast. Toutes les plateformes de streaming, Cédric? Tu veux dire Apple Podcast, Deezer, Spotify et compagnie? Mais oui, c'est la folie. Mince! Ah, c'est vraiment surprenant. Attends. Il y a une version avec impact et une sans impact du coup? C'était pas censé effacer notre émission 50, Doc? De toute évidence, une rupture du continuum espace-temps a produit une nouvelle séquence chrono-événementielle, entraînant l'émergence de cette réalité alternative. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce diable d'engin ne fonctionne pas du tout. Pour le film, on fait quoi? Entre ces deux réverbères. Quoi? C'est ta maman? Non. J'ai eu une idée. Ah. Pousse-toi de là, s'il te plaît. On vient avec vous? Oh non. Ok. C'est une sacrée 100e émission là, Cédric. Waouh, Ah ça oui, je comprends pas tout, mais ça a l'air de se passer à peu près bien. Bon, alors on va attendre dans le popcorn son retour. On est d'accord? Et toi, tu vas continuer à nous parler du tournage? Le tournage, il commence le 26 novembre 1984 et se déroule principalement dans les studios Universal. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, le centre-ville dans lequel nous nous trouvons là, qui a été produit en studio, est le même que dans celui de Gremlins, mais qui est sous la neige. Ouh, réutilisation de décor. Et si vous vous amusez à comparer, vous verrez que c'est tout pareil. Vous verrez des similitudes. Bref, le tournage commence tranquillement. Mais au bout de la 5e semaine, l'équipe s'aperçoit qu'il y a un problème. Mais quoi comme problème, Cédric? Attends, au bout de 5 semaines, on va pas tout changer quand même, hein? Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ça concerne l'acteur qui joue Marty, Eric Stoltz. Ah oui, mais c'est un petit rôle. Oui, c'est le rôle de Marty, quoi. Et Zemeckis en parle le mieux. Eric est un acteur magnifique, mais sa sensibilité comique était très différente de ce que j'avais écrit avec Bob Gale. Et Bob Gale ajoute: Eric était totalement professionnel, mais il y avait quelque chose qui manquait. Steven m'a montré les 5 premières semaines bout à bout et il m'a dit « J'ai l'impression que ça ne va pas faire rire comme j'imaginais ». Et il avait absolument raison. Stoltz est trop sérieux et s'ils veulent le film qu'ils avaient en tête, ils vont devoir se séparer de lui. Mais attends, au bout de 5 semaines, Cédric, on peut faire ça? Eh ben oui, c'est vraiment pas une bonne nouvelle. C'est très compliqué et ça a un coût. Donc il faut annoncer la mauvaise nouvelle à Stoltz et c'est Zemeckis qui se charge de lui annoncer. Ça a été la rencontre la plus difficile que j'ai eue de toute ma vie et c'était de ma faute. J'ai brisé le cœur de Stoltz. Et pendant ce temps, début janvier 1985, parce que du coup on se trouve en 85, il faut tout reprendre, les producteurs repartent au front du côté de la NBC pour négocier un moyen d'avoir finalement Michael J. Fox. Il n'y a pas de suspense, on sait qu'ils y arrivent et il est rejoint sur le tournage à partir de 18h jusqu'à 1h ou 2h du matin pour qu'il puisse en parallèle faire le tournage de sa série. Oh punaise, mais il avait un planning de dingue! Ah bah il était très fatigué et les autres acteurs qui devaient jouer aussi en même temps que lui aussi. Oh là là. Quand on dit d'ailleurs qu'il est rejoint, c'est un bien grand mot parce que d'abord, en arrivant, il va devoir rejouer l'intégralité des scènes de Stoltz, mais sans les acteurs quand on le voit seul. Oh là là, mais c'est la folie. Et ce n'était pas évident pour Michael J. Fox. C'est étrange, c'est comme un puzzle. Dans certaines séquences, on voyait un acteur réagir à la performance d'Eric, et moi, je devais essayer de faire mon truc, obtenir la même réponse que lui, mais à ma manière.
C'est JPM, tu crois? Quoi? Ah non, c'est Lorraine. Qui ça? Bah c'est celle qui a vu ton slip mauve. N'ouvre pas. Elle m'a vu. N'ouvre pas quand même. Marty. Et Pierre, Marty? Non, oui, oh, bah, je sais plus, mais comment vous m'avez retrouvé? Je vous ai suivi. Lui, vous voyez, c'est Cédric. Enchanté. Enchanté. Les présentations sont faites? Non. Si. Bon, désolé Lorraine, mais on doit continuer notre enregistrement. Hein. C'était au plaisir, mais... Allez voir George, tiens. George McFly? Oui. C'est pour le bien du film. Enfin... Ah, c'est encore Lorraine. N'ouvre pas. Trop tard. T'es lourd. Vous savez, j'espère que ça ne vous fait rien, mais George vient de demander à me raccompagner. Super nouvelle. Ah bah oui, très bien. J'espère que nous aurons le plaisir de vous revoir. Bon, ça on vous le garantit pas. Au revoir. Bon, mais ça se goupille à peu près bien, non? Si tu le dis. Bon allez, alors reprends, c'était bien là, Stoltz, J-Fox et compagnie. Oui, donc Stoltz est effacé du film. Il n'en reste que quelques plans dans la version finale. Il y a par exemple un plan où on le voit de dos, où il met un coup de poing à Biff en 55. Enfin bon, il faut le savoir. Hein. Et d'autres plans de loin où il est dans la DeLorean, ou même quand il fait du skateboard. Évidemment, il y a des plans où il est de loin, on va pas le retourner. Bref, nous sommes début 1985 et malgré les contretemps assez importants, le tournage se poursuit et la date de sortie fixée mi-août 1985 pourrait être respectée. Ils étaient au taquet. C'était serré, hein, c'était border. Au final, ce sont 107 jours de tournage qui ont été nécessaires et le clap de fin a été fait le 26 avril 1985 avec des plans de Marty et du chien Einstein dans la DeLorean. Avant, il n'y avait pas énormément de post-production, tu te rends compte, ils arrivaient à finir un film le 26 avril 1985 et le sortir en août de la même année. Oui, c'est dingue. Bah, en fait, il y avait moins d'effets spéciaux, alors que maintenant, la majorité des films, il faut tout travailler sur ordinateur. Au moins un an de post-prod pour n'importe quel film. Quoi. Regarde par exemple Justice League, bon, ils l'ont tourné en 2017. Et il sort en 2021. Il sort en 2021, enfin c'est n'importe quoi. Alors nous sommes mi-mai et une première version test du film est montrée à un public audience. Donc le test est montré et alors que les réactions donc durant cette vision test étaient assez neutres durant la scène introductive, le public s'est tout d'un coup enthousiasmé dès l'arrivée de la DeLorean. Alors que la voiture a fait un bide. Les mecs, ils ont fait 8000 voitures. Et là, il la voit sur le grand écran. Et c'est la folie. La salle s'excite. Oh putain, une DeLorean. Mais oui, mais en fait, c'est une voiture trop bien pour le film. C'est un trop bon choix. À la fin de la projection, 94% des sondés ont répondu qu'ils recommandent le film. Et 99% l'ont jugé bon ou excellent. Mais le montage est quand même amélioré, évidemment, pendant que les effets spéciaux sont peaufinés, sont ajoutés. Et il est projeté un peu plus tard aux dirigeants d'Universal, dont Sidney Sheinberg. Et lui, il a adoré le film. Tellement adoré qu'il veut avancer la date de sortie. Ah bah oui, c'est vrai que c'est pas assez court les délais. Mais non, ça sera plus mi-août, mais ça sera le 3 juillet. Oh putain. Parce que c'est une bonne date pour les blockbusters. Du coup, la post-production ne durerait que 9 semaines. Autant dire que dans la tête de Zemeckis, c'est la panique. Aïe aïe aïe. J'intériorise Zemeckis. C'est comme dans Vice Versa, c'est les pensées de Zemeckis. Oh mon Dieu. Mais Sheinberg se veut rassurant et leur promet qu'il leur donnerait tout ce qu'il faudrait pour qu'ils parviennent à respecter ces nouveaux délais. Au final, le film passe à 19 millions de dollars de budget et toutes les équipes travaillent nuit et jour. Évidemment, c'est une période très compliquée pour eux. Tu remarques qu'il y a quand même beaucoup d'émissions Popcorn Impact où on en arrive à dire les équipes travaillent nuit et jour. Mais oui. Non-stop, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ça se finit souvent un peu dans la douleur, l'accouchement d'un film. Et ça, c'est vraiment un problème parce qu'ils veulent à tout prix une date et les gens travaillent trop et c'est très compliqué. Il y a beaucoup de problèmes avec ça. Absolument, on en parlait dans Toy Story 2, je me souviens, ça avait été très... Ah oui, c'était un bordel, beau, parce que le film avait été effacé. Ouais, la folie, quoi. Il manquait des disquettes, quoi. Écoutez Popcorn Impact sur Toy Story 2. C'est un vieux, c'était la saison 1. Donc voilà, c'est difficile pour tous, mais ils y arrivent et le film est terminé le 23 juin, à une semaine de la sortie, à 10 jours. C'est passionnant ton histoire, visiteur du futur. Nom de Zeus, vous revoilà. Assieds-toi. Moi aussi. Malheureusement. Cool.
Attache ta ceinture. On n'avait Voilà. pas de ceinture dans le popcorn, hein, c'est plus safe quand même. Ouais, c'est vrai. Il est bien celui-là, hein. Il est plus accessoirisé. C'est bon? Oui. Bien. Et attendez, vous nous envoyez... Eh mais pourquoi vous nous avez ramenés chez nous là? Et l'impact qu'on a fait ou pas sur le film? On s'en balance. Mais vous n'avez pas peur que le maître du temps vous le reproche? Pourquoi? À cause du passé, du futur, il faut pas modifier comme on l'a fait sur Titanic. Mais oui, vous avez raison. Bah oui. J'aurais peut-être mieux fait de le payer. C'est la fin de l'émission du coup? C'est la fin de la 100e, là on va finir comme ça, mais c'est tout naze. Voilà $50. Ouais, ça compense pas cette fin un peu piteuse. À la bonne heure. Ah non, et reprends pas le billet non plus. Très bien. Oh, il m'épuise ce doc. Eureka! Quoi? Voilà, c'est ça la réponse. Regarde. Je crois qu'il veut qu'on sorte. Je vais être triste quand tu seras parti. Mais c'est lui qui est parti là, on est d'accord? Cédric? On n'est pas chez nous là, mais dans le futur. Oh, tu veux dire qu'on est de retour dans Retour vers le futur? Oh. Attends, mais on fait quoi? Ben je peux te parler des suites du coup. Ah bah très bonne idée. Et on peut même se diriger vers le centre. Mais allons-y. Allez. Alors devant tout cet enthousiasme, devant Retour vers le futur, on verra dans la partie Impact que bon forcément, ça a marché, un film si novateur. Et donc du coup, oui. ben, quand ça marche, ben, qu'est-ce qu'on fait? Bah on fait des suites. On fait des suites, bien entendu. À l'origine, d'ailleurs, la scène finale de Retour vers le futur n'était pas destinée à annoncer une suite, hein, mais c'était plus une façon de conclure le premier film sur un cliffhanger comique et dynamique, un peu à l'image du film que l'on venait de voir. Le scénariste Bob Gale, avec le succès du premier film, s'est donc penché sur l'écriture d'une suite. Il a écrit un premier jet seul, parce que Zemeckis était très occupé sur le tournage et la production de Qui veut la peau de Roger Rabbit. Mais ça, on peut l'entendre dans l'émission Popcorn Impact Roger Rabbit, bien entendu, pour voir que ça a été encore un truc où ils ont travaillé 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'est vrai. Il a dû repartir de la scène finale où Marty et Jennifer partaient dans la voiture volante avec le doc pour développer le script d'une suite. Une suite qui aurait dû s'appeler Paradox. Ah. Et oui, absolument. Et un script qui regorgeait d'idées. Attention, accroche-toi bien, tu t'accroches Cédric. 234 pages pour 713 scènes. Ah bah c'est comme notre émission. Mais exactement. Le film devait se passer en 1985, en 1967, en 2015, en 1885. Une histoire tellement grande qu'elle aurait dû faire un film de 4 heures qui aurait coûté 65 millions de dollars. On est bien loin de tes 19 millions de dollars pour le premier Retour vers le futur. Forcément, devant ce script massif, aussi épais que la Bible, la production prend peur. Normal. Et quand Zemeckis reçoit le script, il pense qu'utiliser les paradoxes temporels est une bonne idée pour retourner, non pas en 1967 comme suggéré dans la première version de Bob Gale, mais plutôt de retourner en 1955 et de faire un 1955 alternatif, comme on aura le 1985 alternatif dans Retour vers le futur 2. Et alors ce qui est rigolo, là, bien entendu, c'est sorti de son contexte, mais c'est que le premier script de Retour vers le futur 2 de Paradox devait se passer en 1967 et le premier se passait en 1955. Alors on notera que ce sont les dates où se déroulent les faits dans OSS 117, le Carnet d'espions 1955, et Rio ne répond plus 1967. Est-ce un clin d'œil a posteriori vis-à-vis d'un scénario d'un film qui n'a pas été tourné? Ça, on ne le saura jamais, mais on peut semer l'inception. Azanavicius en serait capable en tant que cinéphile énorme. Peut-être bien. Mystère. Donc, Zemeckis et Gale se mettent à la rédaction d'un second jet, d'un second jet, et modifient les scènes de 67 en 1955. Et là, on se rapproche de plus en plus de ce que l'on connaît, avec une réinterprétation sur des angles différents de certaines scènes que l'on a déjà vues dans le premier. Et surtout,
on commence à se poser la question et à se dire que finalement, cet énorme script de 4 heures qui coûterait 65 millions, on pourrait éventuellement en tirer profit, capitaliser sur tout ce travail qui a été fourni et en faire non pas un film de 4 heures, mais 2 films de 2 heures que l'on pourrait tourner en même temps, comme il avait été tourné Superman 1 et Superman 2 à la fin des années 70, bien que au final, les 2 films n'aient pas forcément ont été retournés. Enfin, ça a été une controverse que l'on développera peut-être dans un prochain épisode de Popcorn Impact. Mais là, l'idée, ça serait de faire ce méga film, de le couper en 2, de le tourner en même temps pour rentabiliser les coûts de production et les emplois du temps des uns et des autres. Et là, eh bien, ça commence à faire tilt à l'équipe de production qui était, bien entendu, composée de Steven Spielberg, de Frank Marshall et de Kathleen Kennedy. Ils trouvent que c'est une superbe idée et ils vont même plussoyer. Vous savez, on avait dit 65 millions, ils vont dire, eh bien, on va carrément mettre une enveloppe de 80 millions de dollars pour ces 2 films, ce qui fait 40 millions de dollars par film, sachant que si ils avaient été tournés indépendamment, ils auraient certainement coûté plus cher. Voilà, on ne sait pas, mais au moins rajouter... Il faut repayer les acteurs et tout. Exactement. Et puis, quand tu loues un studio, si tu loues sur un an, c'est moins cher que si tu loues sur 2 fois 6 mois. Les prix sont pas les mêmes. Oui. Voilà. Donc, c'est plus économique. Exactement. Et 80 millions néanmoins en 1988, eh ben, je peux vous dire que c'est une sacrée addition. Mais au final, c'est un budget à la hauteur des ambitions de ce double film, dont une grande partie du budget sera englobée pour la reconstitution, cette fois de Hill Valley en 2015, véritable usine à gaz de détails pour les reconstitutions. On est en ce moment. Passé, absolument. Oui, on est dans un futur qui nous est déjà passé, puisqu'en 2015, c'était il y a 5 ans. Oui. Au final, c'est 2 ans qui seront nécessaires pour construire tous les décors des 2 films en studio. Et malgré tout, l'équipe ira quand même réutiliser des décors d'autres films, par exemple le tunnel pour filmer la scène où Marty McFly tente de subtiliser l'almanach à Biff Tannen dans sa voiture, et celui qui conduisait vers la ville des Toons, Toonstown, dans Qui veut la peau de Roger Rabbit. Voilà. Excellent. On a également des spinners, des véhicules du film Blade Runner qui sont, dont quelques modèles avaient été construits pour Blade Runner, qui sont réutilisés pour faire des voitures futuristes visibles dans la partie 2015. Enfin, on est dans la recyclerie, du recyclage, tout en étant sur des décors très ambitieux, dans un budget énorme, avec un script gigantesque pour faire 2 films. Et d'ailleurs, nous voici en plein milieu de ce centre-ville. Ah, et regarde, il y a le café 80. Viens, on y va. C'est énorme! C'est kitsch, mais c'est énorme! Bienvenue au Café 80 où le soleil se lève toujours sur l'Amérique, même l'après-midi. On peut avoir un Pepsi? Cool! Allez! Santé! Et à ta place, je la garderai sur toi, on sait jamais. Ouais, t'as raison. Bon, c'est un peu bruyant, alors je te propose qu'on ressorte et que tu continues de nous parler de ces 2 suites tournées en même temps. Eh ben oui, pour ne pas éveiller les soupçons, on gardera d'ailleurs Paradox comme nom de tournage pour toute la production, bien qu'il y ait également le titre Free pour la partie 3 qui est circulé aussi, mais vous savez, les films ont plusieurs titres en cours de production. Free comme libre? Non, Free comme 3. Ah, oui. Et c'est un tournage monstrueux qui commença à partir du 5 juillet 1988 pour se finir le 13 février 1989, c'est-à-dire 7 mois de tournage pour ce qui deviendra Retour vers le futur 2. Et du 10 février 1989, soit 3 jours avant la fin du tournage du 2, on commençait déjà la partie 3, jusqu'au 11 août 1989, soit 6 mois, pour ce qui deviendra Retour vers le futur 3, soit 13 mois de tournage en tout. C'est énorme! Exactement, avec du coup une sortie US prévue pour novembre 1989 pour Retour vers le futur 2 et mai 1990 pour Retour vers le futur 3, ce qui fait à peine 6 mois plus tard. Ah, c'était 6 mois. Ouais. Et alors, pour développer le scénario, là, je fais une petite aparté sur Retour vers le futur 3, puisqu'on vient d'évoquer son tournage. Pour développer son scénario, Bob Gale a décidé de se concentrer sur la vie
de Doc et de lui imaginer une aventure inattendue, tomber amoureux. D'ailleurs, c'est dans ce film que Christopher Lloyd joue son tout premier baiser de cinéma. Ah. Et alors, anecdote rigolote pour Retour vers le futur 3 également, le président Ronald Reagan, un grand fan de la saga, a failli jouer le maire de Hill Valley en 1885. Et après avoir été contacté par Robert Zemeckis, il a bien réfléchi et a finalement quand même refusé le rôle. Oh, attends Thibaut, je te coupe. Je crois que je suis sur le point de réaliser un rêve de gosse. Quoi Comment ça? Il y a des petites filles sur un overboard là-bas. Non, fais pas ça. Continue, je vais juste faire un petit tour. Ouais. Allez, casse-toi, toi, il est pour moi. Côté changement de casting, on a Elizabeth Shue qui remplace Claudia Wells dans le rôle de Jennifer Parker, qui est donc la copine de Marty. Claudia Wells qui malheureusement n'a pas pu revenir sur le tournage car elle était trop occupée par veiller sa mère gravement malade. Et d'ailleurs, les dernières scènes du premier film ont dû être retournées, puisque comme Retour vers le futur 2 commence par la dernière scène de Retour vers le futur 1, et que l'actrice avait changé, il a fallu retourner au plan par plan le même scène avec une actrice différente. D'ailleurs, Michael J. Fox retournera également ces scènes-là, puisque tout a été retourné. Quelques petits détails ont été modifiés d'ailleurs dans cette scène de fin alternative qui se retrouve au début. Jeffrey Westman, lui, succède à Crispin Glover dans le rôle de George McFly, car Glover avait demandé trop d'argent pour apparaître dans la suite. Ceci étant une image du premier volet, montrant Glover en attente dans la féerie dansante des sirènes, sera quand même réutilisée dans Retour vers le futur 2. Mais sinon, changement d'acteur pour lui aussi. Quant à Elijah Wood, il fait ses débuts. Alors Elijah Wood, c'est bien entendu Frodon dans Le Seigneur des Anneaux. Il fait ses débuts d'acteur dans ce film. On le voit au Café 80. Il joue à la console, à la bande d'arcade. Et il y a également Billy Zane qui fait un petit rôle 10 ans avant qu'il n'embarque sur le Titanic. Et si Cédric était là avec moi, au lieu de faire de l'overboard comme un petit garçon, eh bien il verrait que Titanic, tout est relié autour de ce film. C'est bizarre ça. Steven Spielberg à la prod, avec un petit clin d'œil avec Les Dents de la Mer 19, dont on voit l'hologramme arriver. Alors, on est tout dans des clins d'œil. On a également Roger Rabbit, le lapin en peluche, qui est dans la vitrine d'un magasin spécialisé en souvenirs des années 80. Bon, le méga tournage laissera une équipe exsangue, que ce soit Zemeckis qui tournait Retour vers le futur 3 en journée et montait Retour vers le futur 2 la nuit, ou durant la promotion de Retour vers le futur 3, parce que Michael J. Fox continue à tourner son autre série en même temps. Et c'est suite à la fin, bon, ça n'a pas forcément de lien, mais qui ressentira les premiers symptômes de la maladie de Parkinson, maladie dont il souffre toujours aujourd'hui et dont il a dédié sa vie depuis lors dans les œuvres caritatives pour aider à lutter contre cette maladie encore trop peu connue du monde médical. En attendant que, oui, je pense que Cédric va pas tarder à revenir, mais je vais vous donner d'autres films qui ont été tournés back-to-back, c'est-à-dire en même temps. On a eu bien entendu la trilogie Seigneur des Anneaux, Matrix 2 et 3, Pirates des Caraïbes 2 et 3, Kill Bill 1 et 2, la trilogie du Hobbit, Hunger Games 3 et 4, Avengers 3 et 4. Eh tiens, je te le rends. Je vous en fais cadeau. J'ai un pitbull maintenant. Un pitbull, mais ça n'a rien à voir. Ah Thibaut, c'était trop bien. Ah. Oh. D'accord. Tu excuseras ce déguisement, mais j'ai eu peur que tu ne me reconnaisses pas. Quel déguisement? Bien, allez. Ok. Je peux venir aussi? Je ne te dirai rien. Ça ne ferait qu'empirer les choses. Je prends ça pour un oui. On peut savoir ce que vous maniganciez au juste? J'en sais déjà beaucoup trop. C'est une bonne nouvelle, non? Tout simplement sidérant. Attention. Quelque chose me dit qu'on n'est pas chez nous là. T'es là-dedans, il se presse. C'est à moi qui parle. Viens te battre si t'es pas un Dis-lui lâche. que ta réponse est non. Ah mais je suis un lâche. Surtout quand j'ai rien pour me défendre. Réglons nos comptes une bonne fois pour toutes, avorton. Tu lui dis non. Non. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu gagnes sans te battre. Sans tirer de coup de feu? Mais il peut pas faire ça. Hé, tu peux pas faire Est-ce qu'il y a ça. une porte de derrière? Oui, là-bas derrière. Vous sortez d'où vous d'ailleurs? On s'en fiche, on sort. Mon Dieu. Les voyages dans le temps sont beaucoup trop dangereux. Bon, est-ce que je peux continuer à parler du film sans me faire agresser? Oui, vas-y. Là je pense qu'on est bien là, non?
C'est intéressant, hein, Doc? Dommage que personne ne soit là pour y assister. Si, tous les auditeurs sont là, voyons. Ça ne servirait à rien de le nier. Oui. Allez, Thibaut, vas-y. Retour vers le futur 2 parle du futur. Il se déroule en 2015, en 1985, en 1955. Alors que Retour vers le futur 3 se déroule principalement en 1885 et peut être considéré comme un hommage au classique du western. Du best western, bien évidemment. Du King Size et moquette partout. Hommage à Clint Eastwood, à Sergio Leone, à Lee Marvin, John Ford. Retour vers le futur 3 dissimule aussi quelques hommages pointus en faisant apparaître le temps de courtes apparitions des acteurs. Les 3 piliers de comptoir vieillissants du saloon de Hill Valley sont notamment incarnés par 3 vétérans de l'âge d'or du western. Vous les connaissez tous, inutile de les nommer. Pat Buttman, Harry Carey Jr. et Dub Taylor. Tu les avais reconnus, Cédric? Ah bah oui, totalement. Moi non plus. Michael J. Fox a failli mourir en plein tournage de Retour vers le futur 3. C'est lors de la scène de la pendaison et que la réalité a dépassé la fiction. L'acteur s'est étouffé au point de s'évanouir. L'équipe de tournage n'a pas tout de suite compris ce qui se passait, pensant que Michael J. Fox était un très très bon acteur. Bon, écoute, je crois qu'il est maintenant temps de parler de l'impact des 3 films. Retournons au popcorn après une petite page de pub sur nous. Bah oui. En direct de vos films préférés, retrouvez Popcorn Impact tous les mercredis dans vos oreilles sur le label Podcut. Nom de Dieu! Avant de voir les résultats au box-office, voyons les premiers retours. Déjà, aux États-Unis, il faut savoir qu'il est très bien reçu. Ils disent que c'est un film très frais, très entertainment, etc. Mais ce n'est pas la même histoire en France où le film a divisé. Ouh, pour mieux régner, j'espère. Le Monde parle d'une charge démente concoctée par ces purs cinglés de cinéma que sont ceux de la bande à Spielberg. Alors que Première a bien du mal à y voir autre chose qu'une exploitation facile de l'imagerie rock'n'roll et encore une glorification un peu bêta de l'Amérique. Super. Ça c'est bien nous, ça. Hein. Exact. On est très intellectuel. On intellectualise. Retour vers le futur, moi ce n'est pas un film de tâche et moi bien, c'est les Oscars. C'est pas croyable. Et par exemple, on peut aussi citer la critique du Matin qui est pas mal aussi. Back to the future, dites-vous. On a plutôt envie de dire no future. Pour l'instant, entre la guimauve faussement nostalgique et l'hémoglobine communiste, vous n'avez que l'embarras du choix. Ils n'ont pas trop aimé. Encore une critique constructive. Oui, très. Surtout quand on invoque le spectre du communisme. Là, oui. C'est incroyable. Oui, c'est clair. Là, on tient une critique de haute voltige. Et si nous regardons sur ce bel écran là qu'il a le doc, qui est tactile. Qu'est-ce qu'il est bon. Mais oui. Qu'est-ce qu'il est bon. On peut le toucher. Je pense qu'on va lui piquer, non, son popcorn. Non. Je le touche. Oh, attention. Ah, tu peux remettre l'écran du tomatomètre. Regarde. Oui, pardon. Oui, ah voilà. Voici. Ah. Alors. Oh là là. Est-ce que tu veux que je te dise? Voyons voir. Que j'y lis. Fais-moi rêver. C'est absolument impensable. Sur un total critique de 84 avis de presse, le consensus est à 96%. Popcorn frais, tomate fraîche, certifié. 96% d'avis positifs, c'est énorme. Wow. Et alors pour le public, alors là c'est un plébiscite. Jamais je n'ai vu autant d'avis sur Tomatometer. Jamais je n'ai vu autant d'avis sur Rotten Tomatoes. Peut-être sur Titanic. On est à 1 million. Ah peut-être c'est... Ah mais Titanic c'est le meilleur film de l'histoire du cinéma. 1 million de spectateurs qui l'ont noté à 94%. Je peux vous dire qu'on a un popcorn parfait. Là c'est énorme, c'est gigantesque. Goûtez comme il est bon mon popcorn. Donc normalement on est parti pour avoir quand même un bon score. Sauf peut-être en France. Il y a moyen. Mettons une petite pièce dans la machine, s'il te plaît. Eh bien, c'est parti. Et voilà 3 400 000 humains qui se sont déplacés pour voir Retour vers le futur dans les salles de cinéma françaises en 1985. C'est énorme. Ready to rumble. Le 4e film de l'année. Donc 4e pour Retour vers le futur. Malgré la critique mitigée, le film a quand même marché. Et aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est une explosion. On rappelle qu'il avait un budget de 19 millions de dollars et il en a rapporté, attention, 380. Et il en a rapporté 210 millions rien que sur le territoire états-unien. Et ça, c'est vraiment énorme. Ah bah c'est de la folie. Et 381 millions de dollars ramassés en 1985, une rentabilité à 2000%. C'est de la
folie. 2000% de rentabilité. Le box-office, c'est un impact énorme parce qu'on est en 85. C'est la là, machine à cash. Là, c'est la folie. Ils ont trouvé le bon filon. C'est-à-dire, on met de l'argent et plap, ça ressort. Tu mets 1 euro, il en ressort, $1, 2000. Et aux États-Unis, donc ça a marché assez bien directement et il s'est maintenu sur plusieurs semaines sans jamais flancher. Et c'est parce que le bouche-oreille était excellent. Et ça, c'est fort. Ensuite. Donc, forcément, qu'est-ce qu'on fait, Cédric? Quand ça marche, on a fait une suite, on l'a déjà dit. Oui, tu nous as parlé des 2 suites qui ont été tournées en même temps. Regardons. Eh bien, le Tomatoes Meter pour Retour vers le futur 2, sobrement intitulé Retour vers le futur 2. Et plus Paradox. Alors, eh bien, là, on a une petite chute. Sur la presse, en tout cas, sur un consensus de 61 critiques, on a 66%, c'est une tomate. Rouge, certes, mais elle n'est pas fraîche et pas certifiée. Et pour le consensus public, sur un total de 750 000 spectateurs qui ont déposé des critiques sur Rotten Tomatoes, c'est 85%, et là on retombe sur un popcorn parfait, un popcorn fier. Ah, bon, mais très bien, c'est le public qui compte. Mais est-ce que ça a rapporté des pépettes, ce Retour vers le futur 2? Alors, mais eh bien, écoute, une deuxième pièce, elle va nous coûter cher cette émission. Une deuxième pièce. En France, allez, on peut dire, on arrondit, parce qu'on est à quelques milliers d'entrées, on a fait 3 millions d'humains pour Retour vers le futur 2 en 1989, 3e plus gros succès de l'année, derrière Rain Man et Indiana Jones, c'est la dernière croisade. Très bien, c'est énorme aussi. Ça baisse un petit peu, mais ça reste très bien. Ça baisse. Aux États-Unis, ça baisse beaucoup plus. Je rappelle que le premier avait rapporté 210 millions, le deuxième en rapporte 118 millions. Plus des recettes internationales, elles, par contre, qui montent, c'est-à-dire 213 millions comparés aux 170 du premier, ce qui fait un total de 330 millions de dollars ramassés, une rentabilité à 830%, c'est-à-dire moitié moins, quasiment, que le premier, au vu, bien entendu, de son budget qui a explosé. Bah oui, c'est ça. Bien entendu, faut le prendre en la compte. rentabilité... Et le 3. 6 mois plus tard, on sort une troisième suite. Et là, alors, consensus Rotten Tomatoes, c'est particulier. On est à 80% sur un total de 45 critiques, c'est-à-dire mieux que Retour vers le futur 2, alors que moi, je préfère largement Retour vers le futur 2 à Retour vers le futur 3, mais c'est un avis personnel. Oui, voilà, c'est pas l'avis de la presse. Et pour le public, alors, ça se tient, mais on est toujours dans une décrue, puisqu'on est à 78%, popcorn fier, popcorn droit, pour un consensus sur 700 000 critiques. Ça diminue. Et au box-office, ça diminue aussi, puisqu'on passe à 87 millions de dollars ramassés aux États-Unis. Donc on continue une décrue inexorable. Le reste du monde est à 156 millions. Peut-être que de faire les 2 films sortis en salle à moins de 6 mois d'intervalle, ça a aussi créé une lassitude. Bah oui, peut-être. Ce qui fait un film qui est rentable finalement à 611%, ce qui est très bien, ce qui en fait une trilogie incroyable. Oui. Mais d'un point de vue commercial, on sent que petit à petit, ça diminue. On descend. Ça fait penser un peu à Star Wars 8 et Solo qui sont sortis à 6 mois d'écart aussi. Ouais. Et Solo qui s'est ramassé pour plein de raisons, dont sûrement trop de trucs de Star Wars en même temps. Et là, est-ce que tu dis peut-être une lassitude, parce que 6 mois, c'est peu. Ouais. Il est même pas encore en cassette à l'époque que tu as la suite au cinéma. Donc les gens en plus qui n'ont pas pu... se le rattraper en cassette, ne vont pas aller le voir au cinéma. Vont être perdus sur le 3. Exactement. C'est ce qui s'était passé également sur Matrix Reloaded et Matrix Revolution. Oui, exactement. C'est vrai que c'était 6 mois aussi. Mais les chiffres ont chuté, mais l'amour pour ces films ne faiblit pas après les années, parce que avec leurs films, Zemeckis et Gale nous offrent une trilogie intergénérationnelle et intemporelle, 100% culte et qui est toujours au sommet 35 ans après sa sortie. La preuve en est pour les 30 ans qui sont déroulés en 2015, où s'est déroulé un très grand événement, un véritable événement à travers le monde. Et nous y étions, Cédric, tu t'en souviens, j'espère. Et oui, déjà donc en France, il y a eu un marathon Retour vers le futur en présence des voix françaises au Grand Rex du film. Ouais. C'était ouf. Il y avait Piraté, Richard Darbois, etc. On a eu la chance d'y être le jour du moment c'était dingue. De la date où il voyage dans le temps dans le film. Et c'était en octobre 2015, hein. C'était le 21 octobre. Déjà 5 ans. Et on y était, c'était au Grand Rex. C'est trop bien. À Paris. En Australie, la police de Queensland a fait un canular en montrant à la presse des montages photos de policiers sur des overboards.
Au Japon aussi, sur la baie d'Osaka, 300 fans se sont réunis. Ils étaient tous habillés comme Marty, donc comme toi avec la doudoune, et ils se sont rassemblés pour poser devant la presse en regardant leur montre, comme le fait Marty sur l'affiche. Et bien évidemment, il y a eu tout un tas d'événements aux États-Unis. Pile à l'heure d'arrivée dans le film, donc dans le futur, le 21 octobre, Christopher Lloyd et Michael J. Fox ont repris leur rôle et ont débarqué sur le plateau de Jimmy Kimmel. Ça c'était la folie, c'était le feu. Ils découvraient alors le vrai 2015 et les overboards réels qui ne volent pas mais qui ont de rouge sur le côté. Bref, ils découvrent le 2015 un peu moins funky. Heureusement qu'ils sont pas arrivés en 2020. Déguisé en Emmett Brown, Christopher Lloyd a fait des messages vidéo aussi, pendant que le studio Universal, de son côté, a publié une fausse bande-annonce des Dents de la Mer 19, donc qui apparaît dans le film. Et même Obama, donc qui était président à l'époque, s'était fendu d'un petit tweet. Bon, Back to the Future Day at with Mike Fox. Tu as déjà pensé au fait que nous vivons dans un futur dont nous rêvions à l'époque? C'est vertigineux, mec. Et enfin, on peut aussi parler du journal USA Today qui a publié le 21 octobre 2015 la réplique exacte de la une qui apparaissait dans le deuxième film et qui montrait l'arrestation du fils de Marty. C'était aussi USA Today dans le film. Bref, c'est pas tous les films qui ont droit à une fête comme celle-là. Et maintenant, le 21 octobre est le jour de Retour vers le futur. C'est le Back of the Future Day. C'est quoi encore? Dégaine. Ah, ça c'est pour toi Thibaut. Ah mais non, pas encore toi. Je croyais t'avoir dit non et avoir fui, t'avoir semé. T'as mal cru, piéton. Aïe, ah, oh putain Thibaut. Ah Thibaut. Une bouteille de Pepsi. T'as été protégé par la bouteille de Pepsi, Thibaut. Qu'est-ce que tu crois? J'ai vu le film. Et plusieurs fois. On en était où? Retour vers le futur impacte tout et bien évidemment il impacte la pop culture. Déjà donc il y a les très nombreux produits dérivés Retour vers le futur, jeux vidéo, jouets, les attractions dans le parc, etc. Mais on trouve également des références à la trilogie dans d'autres films, séries, musiques ou même jeux vidéo. Au cinéma, il y a des références dans Donnie Darko, En Clock Mode d'Emploi ou encore Austin Powers 2. Spielberg a fait énormément dans Ready Player One. Le héros a par exemple une DeLorean et obtient un cube Zemeckis qui permet de revenir dans le temps tout en jouant certaines notes du célèbre thème de Alain Silvestri. Autre exemple, dans Albert à l'Ouest, comédie qui se passe au Far West, le héros tombe sur la grange du doc en train de travailler sur la DeLorean. Vous faites quoi? Rien. Des prédictions météo. Enfin en vrai c'est plutôt un podcast. Hein. Ah. Nom de Zeus! Ouf, on a eu chaud. Vas-y Thibaut, tu peux continuer. On en trouve aussi énormément dans les séries, dans les Simpsons évidemment, mais aussi dans Stargate SG-1 et Stargate Atlantis, dans Spin City avec Michael J. Fox, dans Lost, dans Fringe, Supernatural, Les Experts, Futurama, etc., etc. On ne va même pas citer Rick et Morty. Dans la musique, le groupe de rock McFly tient son nom de vous savez qui. Enfin, dans les jeux vidéo, Duke Nukem Time to Kill, l'un des niveaux du Far West recèle une voiture semblable à la DeLorean dans un tunnel minier dissimulé sous un mur caché. Mais il y a aussi des clins d'œil dans GTA V, dans Ratchet & Clank, dans Worms 4, dans Rocket League et même dans Pokémon, version blanche, Retour vers le futur, par Et plus que ça, la trilogie a aussi fait des prédictions devenues réalité, surtout dans Retour vers le futur 2, évidemment, parce qu'elle montre le futur. Et certaines ont été inventées de façon assez naturelle dans l'évolution du monde, et d'autres ont été inventées par des fans, pour justement que le 2015 du film soit le plus réel possible. Donc dans le film, on voit des drones, des tablettes tactiles, le cinéma en 3D, avec les hologrammes, ça s'apparente un petit peu. Bien sûr. La biométrie, donc ouvrir quelque chose avec son doigt. La vidéoconférence, où Marty se fait virer. Skype. Le Skype était déjà dans Retour vers le futur en 80-88. La réalité virtuelle, il y a Marty à table avec ses lunettes virtuelles, enfin son fils. Les Nike autolassantes, qui sont maintenant devenues une réalité. Donc ça a été poussé pour coller à 2015. Absolument. Donc elles existent, mais elles sont très chères. On peut même en voir une paire dans le clip Caramel de Booba en 2012. Ah, mais comme quoi, c'est partout
partout. Et concernant l'overboard, c'est plus compliqué. Ils essaient de le créer. C'est pas évident. Mais ça demande énormément d'énergie. Et voilà, c'est un peu compliqué. Peut-être on le verra dans plusieurs années. Et enfin, nous pouvons parler de la suite. Donc, d'une autre suite. Parce que c'est la mode en ce moment des reboots, remakes, suites, etc. Toutes les sagas y sont passées. Star Wars, Jurassic Park et compagnie. Et les studios, surtout Universal, voudraient quand même faire Retour vers le futur 4. Et ils mettent la pression sur Zemeckis et Bale pour qu'une suite ou un reboot voit le jour. Sauf que les deux ne sont pas OK avec ça. Ils disent que de leur vivant, Retour vers le futur restera une trilogie. Et je sais pas toi, mais je trouve ça très bien comme ça. Exactement, de toute façon, c'est quelque chose qui est fait et que si on y revient dessus, ça va forcément un peu salir, un peu comme Jurassic World. En tout cas, voilà, faire un film pour eux, c'est une très mauvaise idée. Mais une suite a tout de même vu le jour dans les années 90 sous forme de dessin animé de 26 épisodes répartis sur 2 saisons. Et on y suivait les aventures de Jules et Verne, les enfants du Doc qui voyageaient dans le temps. Quelle surprise! Eh bien voilà. Bravo Cédric! Quel impact pour cette 100e! Quelle émission! La 100e émission de Popcorn Impact! 100 semaines dans vos oreilles, Popcorn Impact, la 100e. C'est la folie, la folie. Popcorn Impact, tous les mercredis dans vos oreilles. Merci à vous de l'avoir écouté. Merci Thibaut d'être toujours là, présent. Merci à toi Cédric et le plaisir que l'on a chaque semaine à faire un épisode de Popcorn Impact pour vos oreilles, à vous. C'est vraiment un plaisir énorme. Et Doc, je crois qu'il est temps de nous quitter. Ouais. Tu as complètement changé mon existence, tu m'as montré le but à atteindre. À ce point? Non! Comment on fait pour rentrer d'ailleurs? Parce que c'est votre popcorn géant celui-là, et le nôtre il est détruit maintenant. J'ai comme la terrible impression que tu es coincé ici. Pardon? Quoi? Vous êtes sérieux? Non! Ouh. Et maintenant je vais te faire voir comment j'ai organisé ton départ. Il fait quoi là avec ces petits On va mettre ça ici, et voilà. On dirait un petit popcorn? Un vrai popcorn quoi. Maintenant, regarde bien. Wow. Ouais, mais c'est un popcorn tout neuf, rien que pour nous. Mais c'est fou! Il était petit, et là il est devenu grand. Je me sens un peu responsable de ce qui s'est passé. Oh tu nous as fait vivre une émission assez intense. Mais on a une belle récompense pour finir tout ça, pour finir cette 100e. Merci Doc, mais t'es trop fort! Ah merci, tu es gentil. C'est donc ça que vous faisiez avec vos allers-retours? C'était pour nous offrir un popcorn rétractable? Nom de Zeus! Quel prénom adorable. Quoi? Content d'avoir parlé avec vous. Nous aussi Doc. Je n'oublierai pas ce que nous avons vécu ensemble. Je vais pleurer. On espère qu'on se reverra, Doc. C'était super de faire la 100e avec vous. Oui, en effet. Enfin, je voulais dire que ça m'a fait retrouver la magie de mon enfance. Au revoir, Doc. Tiens, je suis en retard. Eh ben, Cédric, on se retrouve avec un popcorn rétractable. Quelle aventure! Quelle aventure! 100 émissions! Et on nous souhaite 100 émissions de plus! Bien entendu! Et on va commencer avec la 101e émission. Et bien entendu, toujours tous les deux Cédric. Ah bah oui! Comme chaque semaine. En espérant que ce soit un peu donc, plus calme. Rendez-vous la semaine prochaine. Pour un nouvel épisode. De... Popcorn Impact.